Alors mon titre est « Réapprendre à vivre en Anthropocène ». Alors ça a déjà fait beaucoup débat l'an dernier. Je suis désolée, mais moi je maintiens qu'il faut réapprendre à vivre en Anthropocène, qui est une phase géologique dont voilà, c'est un acte qu'il faut encaisser et à l'intérieur duquel il y a des choses à faire. Et le sous-titre « Pour une thérapeutique terrestre ». Alors je voudrais d'abord dire merci aux personnes et aux lieux qui rendent cette académie possible et vous dire que le texte que j'ai écrit là n'aurait pas pu voir le jour sans le travail de pensée et d'écriture que je partage avec Antoine Chopeau, ainsi que ses travaux de recherche. Donc, je vais commencer par vous lire un tout petit passage là, du livre, du roman de David Lawrence, que je lis depuis quelques mois, et c'est marrant, ça converge avec le thème du séminaire, et ce livre s'appelle « Le serpent à plumes ». Le nom Quetzalcoatl la fascinait également. Elle avait lu 2 ou 3 choses sur ce dieu. Quetzal est le nom d'un oiseau qui vit très haut parmi les brumes des montagnes tropicales et dont les plumes de la queue, très belles, étaient précieuses aux Aztèques. Coatl est un serpent. Quetzalcoatl, c'est le serpent à plumes, si hideux sur la pierre du musée national où, tout en plumes et en crocs, il se tord. Mais Quetzalcoatl était aussi, se rappelait-elle vaguement, une sorte de dieu barbu au visage pâle, le vent, le souffle de vie, les yeux qui voient sans être vus, comme les étoiles pendant le jour. Les yeux qui guettent derrière le vent, telles les étoiles derrière le bleu du jour. Et Quetzalcoatl avait dû quitter le Mexique pour se replonger dans les profondeurs du bain de vie. Il était vieux, il était parti vers l'est, peut-être au fond des mers, peut-être jusqu'au ciel. Météore qui fuse de la cime du volcan d'Orizaba, qui s'en est retourné comme un paon qui se déploie dans la nuit, ou un oiseau de paradis dont la queue brille comme le sillage d'un météore. Quetzalcoatl. Donc nous étions réunis il y a 1 an, ici même, autour de la lecture d'un livre majeur écrit par Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos, appelé « L'événement Anthropocène ». Il relate comment l'action humaine a changé d'échelle, voire de nature, d'une espèce biologique parmi d'autres qu'elle a toujours été. Elle est devenue une force géologique majeure, impactant et reconfigurant les cycles biogéochimiques à l'échelle planétaire et de manière extrêmement rapide. Ce livre est sorti la même année, en 2013, que le manifeste accélérationniste, qui cherche à tracer une ligne politique susceptible de nous forger une prise, notamment sur les technologies disruptives. Des phénomènes comme l'automatisation ou encore la capture des formes possibles d'expression sur les réseaux sociaux entravent les processus d'individuation collectif et leur réciprocité. Nous sommes davantage soumis au champ de force technique que nous y sommes créateurs et créatrices. C'est pour se projeter par-delà la circulation dans de tels espaces non réciproques, où nous nous sentons dissociés de nos milieux de vie et de ses potentialités relationnelles, que les défenseurs de l'accélérationnisme proposent de court-circuiter ces mécanismes au fonctionnement unilatéral pour les réorienter vers des finalités communes. Ils ont évoqué, mais alors c'est un peu... ils en doutent un peu peut-être là, ces idées de plateforme coopérative ou publique. On pourrait dire à partir de là que le rôle de la raison à l'époque de la disruption est de rediriger les techniques au fonctionnement pathologique pour qu'elles cessent de menacer la poursuite de notre existence sur la Terre et du sens de cette existence. Le 2e article du manifeste indique en effet que le dérèglement du système planétaire est l'élément le plus important de la situation actuelle, et ce parce qu'il menace la poursuite de l'existence de la population humaine globale. En saisissant ainsi l'enjeu de notre époque, il me semble que l'on rate le cœur même de ce que l'événement Anthropocène nous dit, que l'on ignore l'effort problématique qu'il nous contraint pourtant à opérer. S'il est vrai que l'Anthropocène doit être appréhendé comme l'événement problématique central de l'époque, ce n'est pas parce qu'il menace l'existence de l'espèce humaine, compris comme population reposant sur la Terre, mais parce qu'il bouleverse la vie d'une multiplicité de collectifs d'humains et de non-humains, au profit d'une logique unilatérale, celle du capital. Avec l'événement Anthropocène, l'ontologie qui sépare les cultures humaines techniques de la nature physique et vivante ne tient plus.
Ce schème collectif, comme le dit Descola, ne peut pas comprendre que la Terre a elle-même une histoire indéterminée, fruit des évolutions et des interactions incessantes de toutes les formes de vie et de non-vie. Bref, l'ontologie naturaliste qui comprend la Terre comme une ressource disponible pour les vies humaines, qu'il s'agisse de l'exploiter ou de la contempler, n'est pas apte à nous faire avancer ou bifurquer en anthropocène. Or, la conceptualisation à l'œuvre dans le manifeste accélérationniste est capturée dans le filet ontologique du naturalisme. Les idées qu'il souhaite diffuser paraissent inaptes en tant que telles à répondre aux problématiques anthropocéniques, puisqu'elles baignent dans ce qui a permis au capitalisme industriel d'émerger. L'opposition naturaliste entre les sociétés humaines, techniques, historiques et la nature comprise comme environnement extérieur a rendu possible le mode d'être capitaliste en autorisant que deux types d'attitudes face à la Terre, l'exploiter ou la protéger. À ce titre, il y a un travail d'anthropologie qui a été réalisé par une simondonienne qui s'appelle Nastasia Martin, elle est très peu connue, sur la situation en Alaska en ce moment, du peuple Gwikin et de ses relations avec à la fois les écologistes américains et on peut dire les capitalistes qui exploitent des puits de pétrole là-bas. Donc c'est toujours une terre comprise comme extériorité ou comme cadre de vie qui subit les actions humaines, apparemment opposées, visant soit à œuvrer pour sa conservation, soit à puiser toujours plus profond dans ses ressources. Le naturalisme est porteur d'un dualisme asymétrique, où l'un des deux termes, la nature, se trouve dévalorisé et colonisé du point de vue de l'autre terme, l'homme, qui se pose en exception vis-à-vis de la première. Et peu importe la justification de cette position d'exception. Mais bien sûr, cela est tout à fait insuffisant pour décrire de manière critique le capitalisme, j'y reviendrai plus tard. Avec le naturalisme, il ne s'agit pas seulement d'un partage théorique et équivalent entre différentes régions du monde, mais bien d'un partage réel qui a trouvé à se matérialiser comme monde dans un projet opératoire enrôlant l'économie, les sciences, les techniques, les énergies fossiles et dans une certaine manière destructrice de relier les humains et les non-humains, dont l'anthropocène constitue le cinglant revers. Il est un auteur lu par bon nombre de personnes ici, qui s'appelle Gilbert Simondon, dont l'autogénèse parvient à s'extirper du partage du monde naturaliste. Avec Simondon, on comprend que si l'anthropocène met en crise nos existences, c'est parce que tout être psychique, toujours déjà pris dans le collectif, est indissociable de son milieu associé plus qu'humain, peuplé singulièrement par des relations à des êtres physiques vivants, techniques. Simondon met hors jeu les ontologies substantialistes, en comprenant que nous sommes les êtres de la relation, des nœuds qui tiennent ensemble des réalités disparates. Mais il faut toujours refaire le chemin que sa thèse nous amène à parcourir, de l'individuation des êtres physiques à celle des êtres vivants, jusqu'à l'individuation psychique et collective, à laquelle il faut ajouter la technique. Entre ces différentes individuations, celle d'un cristal, d'une plante, d'un animal, d'un collectif, il y a certes un rapport d'analogie, puisqu'elle relève d'une même opération appelée transduction, mais aussi une véritable continuité qui connaît des passements de seuil. Mais Bernard Stiegler a plusieurs fois pendant l'académie réinsisté là-dessus, je pense que c'est fondamental. Le passage du physique au vivant est le fruit d'un ralentissement de l'individuation physique qui ne parvient pas à se résoudre une fois pour toutes à travers la naissance d'un être cristallin, conservant ainsi un état métastable, une énergie potentielle, obligeant l'émergence de l'affectivité comme fonction régulatrice. L'affectivité est ce qui permet à tout vivant de persévérer dans l'être, de résoudre ses problèmes perceptifs pour que ceux-ci rendent possible des actions, comme se nourrir. Les sujets animaux dotés de psychisme, dont les humains font partie, sont avant tout des vivants. Ce qui les différencie des végétaux est le changement de fonction de l'affectivité. Elle était régulatrice, faisait le lien entre perception et action. Elle devient problématique, n'est plus capable d'orienter les sujets dans des actions à partir de leur monde perceptif. Il y a donc un appel au psychisme qui se structure peu à peu au fil de l'évolution, depuis cette tension irrésolue par l'affectivité. La problématique vitale se dédouble en une problématique perceptivo-active. Si on la pose sous forme de question, on pourrait dire « Quel point de vue puis-je adopter sur l'univers extérieur pour agir ?» Problématique, on pourrait dire, qui penche vers la dimension topologique de l'existence. Et une problématique affectivo-émotive,
On pourrait dire « Quelle attitude puis-je adopter pour prolonger mon devenir ?» qui penche vers la dimension temporelle de l'existence, mais c'est qu'une façon de parler, bien sûr, d'analyser, car ces deux dimensions topologiques et chronologiques sont bien sûr indissociables depuis la phase vitale, constituant une chronotopologie associée, qui sera susceptible d'ailleurs de dissociation dans l'individuation psychique et collective. Et cette double problématique met en question l'être lui-même, comment orienter son propre devenir au monde. Et cela, on le sait avec Simondon, ne pourra se résoudre que dans l'individuation du collectif transindividuel, dont il faut faire l'effort, je suis d'accord, insuffisant chez Simondon de penser le milieu associé technique, mais aussi autre qu'humain, et donc non technique. Collectif transindividuel au sein duquel des potentiels réels, portés par des sujets, se rencontrent et sont source d'une émotion-action partagée, l'émotion n'étant que le retentissement d'une action commune effectuée par les membres du collectif, retentissement ou incorporation par chaque être de ce qu'ils ont accompli en commun. La thèse de Simondon apparaît thérapeutique en Anthropocène. Elle nous rappelle simplement que nous sommes avant tout des vivants, des terrestres. Il faut ajouter à cela, et c'est ce qui a constitué, il me semble, le centre du travail de Bernard Stiegler, exosomatisés, des êtres nés de relations et persévérant dans leur existence singulière à travers des relations à d'autres êtres, humains et autres qu'humains. Ces relations vitales et de sens aux autres qu'humains, roches, océans, rivières, animaux, objets techniques, constituent le terreau de nos existences, participent de leurs formes uniques à l'échelle de l'évolution, tout autant qu'à celle de toute vie particulière. La thèse qu'on essaye de défendre depuis quelque temps là, est que le capitalisme vit d'une exploitation relationnelle, et ce à de multiples échelles, génétique, cellulaire, sociale, etc. Donc loin d'être un système économique et d'échange interhumain, moyennant des techniques à son service, il doit lui-même être reconnu comme une manière d'entrer en relation avec des êtres vivants et physiques, animaux, humains, roches, océans, machines, orienté par une finalité d'ordre économique définie par des humains et pour des humains. Alors peut-être au moyen de plateformes aujourd'hui notamment. Les collectifs capitalistes se reconnaissent à leur manière de collecter des êtres et d'assurer leur mise en relation selon des critères et procédures économiques, techniques, juridiques, et ce de manière asymétrique, car ils n'envisagent les rapports entre humains, entre eux et non humains, que dans la mesure où ils peuvent en tirer une plus-value, un profit, une énergie pour leur perpétuation. Comme le disait Yuki hier, le capitalisme est une cosmotechnique hégémonique qui veut imposer sa manière de faire monde. Lorsque l'on parle ici de prolétarisation généralisée, d'hyperdésajustement, il me semble qu'en sous-jacence, il y a également cette idée de relation mutilée, l'automatisation par le calcul transformant la relation que l'on entretient à un objet technique qui ne produit plus de savoir. Le capitalisme ainsi compris est en effet une entreprise épistémologique singulière, puisque l'on sait, en lisant notamment Simondon, que le savoir est une relation transductive entre milieu intérieur et milieu extérieur, autrement dit une assimilation inventive qui passe par des techniques. Lorsque les calculs automatiques capturent nos capacités sélectives, les savoirs sont empêchés, ne peuvent plus émerger, ils deviennent programmés. Mais je me demande si l'on peut dire en Anthropocène que le capitalisme est avant tout une épistémologie, car ce geste ne me semble pas prendre en compte en tant que tel, comme des soi-même, les êtres physiques, biologiques et animaux en relation, malgré eux, avec les collectifs capitalistes. Le capitalisme me semble irréductible à l'intériorisation humaine de l'exosomatisation telle qu'elle existe dans nos vies aujourd'hui, bien qu'il soit en partie cette relation épistémologique-là, empêchant d'autres types de savoirs d'émerger. À cette façon capitaliste et hégémonique de faire entrer les êtres en relation, que l'on pourrait nommer économie de l'inattention, comme le suggère Yves Citon, nous devons répondre par nos manières hétérogènes, multiples, différentes, de tisser les liens qui constituent le feutre de nos existences. Vivre, réapprendre à vivre en Anthropocène, c'est donc s'engager dans un travail thérapeutique. Il s'agit de prendre soin des relations auxquelles nous tenons, nous aspirons, en tant qu'elles sont bel et bien menacées ou déjà empoisonnées par les calculs capitalistes. Se prendre soin demande, il est vrai, un travail de sélection, de tri raisonnable, depuis lequel des lignes de partage se tracent, entre les agencements techniques auxquels il s'agit de s'opposer et ceux qu'il s'agit de préserver ou de faire bifurquer.
Ce travail de sélection n'a lieu d'être qu'en tant qu'il s'articule à des actes politiques, à l'engagement dans des conflits qui opposent des êtres dont les modes d'existence sont incompossibles, ainsi qu'à des propositions créatives et locales qui opèrent pour une autre manière de vivre. Il faut insister sur le fait que l'on ne peut sélectionner que depuis une expérience de vivant, de terrestre, c'est-à-dire depuis la myriade de relations qui participent à la perpétuation de nos vies. Une ligne de partage qui nous paraît intéressante pour penser la sélection et les actes politiques qui la prolongent en Anthropocène est celle qui a été évoquée ce matin, proposée par Bruno Latour, formulée dans son dernier livre Face à Gaïa, prolongée et approfondie par Viveros de Castro et Deborah Danowski dans leur essai manifeste L'arrêt de monde, qui oppose d'un côté les terrestres, le parti de ceux qui pensent n'avoir qu'une seule terre, qui explore la question des limites et qui essaie de vivre à l'ère de l'Anthropocène, et de l'autre, les humains, les modernes, qui pensent pouvoir vivre encore à l'âge de l'Holocène, des aéroports, des mols, de la fracturation hydraulique et du gaz de schiste, comme si la Terre était infinie, indifférente à nos activités économiques, matière privatisable. Alors c'est une ligne de partage dynamique. En fait, les deux partis terrestres et humains, c'est pas une classification qu'on peut faire maintenant en disant toi tu vas là, toi tu vas là. C'est un critère pour penser. C'est pourquoi réapprendre à vivre, c'est sans doute pour chacun de nous devenir un peu plus terrestre et un peu moins humain. Comme l'a dit justement Yuki hier, à partir de son expérience en Chine, la tendance qui consiste à prendre les ontologies indigènes animistes comme modèle transposable dans les milieux hyper-techniques n'est pas une solution possible. On peut dire que les animistes avaient raison si l'on veut, s'inspirer de leur art de vivre, mais nous devons prendre en charge nos milieux tels qu'ils sont avec les êtres techniques qui les peuplent à présent. La fonction de la raison en Anthropocène est donc de mettre au jour des critères qui pourraient nous permettre d'évaluer les techniques et d'opérer un tri afin de nous séparer de celles qui entravent de manière disproportionnée la préservation des possibilités du vivant sous toutes ses formes, pour reprendre la formule de Georgescu Roegen visant à caractériser la bioéconomie. Ces critères devront prendre en compte l'enchevêtrement relationnel qui permet à toute technique particulière d'exister. Peter Sloterdijk propose par exemple la distinction entre les allotechniques, qui n'existent qu'à contrôler une extériorité supposée prédictible et incapable d'invention, et les homéotechniques, élaborées à partir du paradigme de l'information. Elles impliquent une stratégie de coopération avec la nature. En cela, l'homéotechnique ne peut rien vouloir de totalement différent de ce que les choses elles-mêmes sont par elles-mêmes ou peuvent devenir par elles-mêmes. Bon, je ne suis pas sûre que ces deux critères tiennent bien debout, mais c'était pour donner un exemple de tentative de mise en œuvre de critères. L'événement anthropocène nous contraint à penser ensemble les technologies et le monde qu'elles tendent à produire ou détruire. Comme le formule, moi j'ai trouvé ce terme-là chez Frédéric Néra, dans son dernier livre, La part inconstructible de la Terre. Toute technologie est une cosmotechnologie. Ainsi, toute technique mérite d'être réappréhendée à l'aune de son usage. Ainsi, si toute technique mérite d'être réappréhendée à l'aune de son usage et non pas seulement de sa finalité première, afin qu'une constante intervention sur son mode de fonctionnement soit possible, la rétroaction contre l'automatisation hégémonique, elle doit aussi et toujours être considérée avec son milieu associé, c'est-à-dire toutes les relations qui lui permettent d'exister. Relations énergétiques, relations d'expropriation, relations psychosociales, relations au monde vivant. Le rôle de la raison se situe en ce point. Si la fonction de la raison est de favoriser l'art de vivre, comme le dit Whitehead, son rôle crucial, avant de penser à développer une hégémonie socio-technique, est de réinstaurer un ordre terrestre à contre-courant du devenir extraterrestre des sociétés automatiques. La réinstauration d'un ordre terrestre ne s'assimile en rien avec un retour en arrière. Il n'y a jamais de retour en arrière. Il n'y a que des transformations qui posent de nouveaux problèmes. Mais réinstaurer un ordre terrestre à travers les nouveaux savoirs qui l'accompagneront demande une forme d'attention répartie et équilibrée aux êtres hétérogènes qui nous permettent de vivre et d'espérer mieux vivre. Ce qui implique de toujours penser la transformation possible des techniques qui nous prolongent avec les enjeux relatifs au monde autre qu'humain qui les concerne. Ce geste est irréalisable si nous ne sommes pas prêts à effectuer des variations de vitesse.
La rapidité des transformations techniques va de pair avec une logique de profit court-termiste qui nous a menés là où nous sommes à présent, envahis par une panique froide. Il faut donc travailler sur le long terme. C'est pourquoi l'engagement dans un travail de sélection est irréductible à une accélération, quand bien même elle serait comprise non comme une vitesse supérieure, mais comme une vision originale permettant un court-circuit vers un idéal commun post-capitalisme. Car quels êtres peuplent ce commun du manifeste accélérationniste? Il nécessite avant cela un regain d'attention. La fonction de la raison en Anthropocène s'assimile à une écologie de l'attention, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'Yves Citon, sorti en 2014. Ce dernier pose la question suivante. Alors que toute notre éducation sensorielle et savante nous a entraînés à repérer les figures saillantes, comment voir et entendre le fond, indissociablement commun et environnemental, qui soutient notre existence? Comment communiquer avec le commun? Toutes celles et ceux qui s'essayent à communiquer avec le commun et sa part d'être autre qu'humain savent bien que cela nécessite de s'adapter à d'autres rythmes, afin d'apprendre à voir ce qui était invisible du premier coup d'œil, et aussi à sentir, entendre, goûter ce qui est devenu imperceptible. La figure susceptible de nous guider dans une telle entreprise est celle du chaman, véritable diplomate qui se rend capable d'établir des passerelles entre les mondes, d'entrer dans des milieux de signification hétérogènes aux siens. Il ouvre les œillères qui limitent notre champ de vision au monde significatif des collectifs psychotechniques humains, en élargissant ce spectre aux autres êtres, terre, océan, forêts, animaux, qui les soutiennent, les colorent et les ébruitent, participent pleinement de leur sens, de leur richesse et de leur potentialité joyeuse. Il y a donc selon moi un enjeu à travailler avec des scientifiques écologistes, mais pas n'importe lesquels, et notamment des éthologues, mais aussi avec toutes les personnes qui habitent les territoires dans lesquels nous souhaitons intervenir. Préservant comme socle cette exigence attentionnelle envers les êtres autres qu'humains qui peuplent nos milieux de vie, il est possible de mettre au travail un concept qui me paraît recouper l'idée centrale du manifeste accélérationniste, consistant à réapprendre à utiliser des techniques qui ont émergé avec le capitalisme à d'autres fins et de manière différente. Alors moi, je pense plutôt à la proposition de Bernard Stiegler et d'autres, là, par exemple, de tendre à transformer le web publicitaire en web herméneutique. Alors c'est marrant, Fabien a parlé de ce concept ce matin. C'est celui d'exaptation, qui me paraît susceptible d'incorporer à la fois l'exigence de ralentissement ici tracée, car on ne peut être attentif à l'étranger en allant à toute vitesse, et la nécessité de faire bifurquer certains agencements techniques. L'exaptation nous vient de la théorie de l'évolution et qualifie les changements imprévus de fonction. Il y a exaptation lorsque des traits biologiques sélectionnés pour un usage initial sont détournés dans un second temps vers une nouvelle fonction. Par exemple, les poumons et les pattes chez les tétrapodes sont apparus avant la sortie des eaux et la conquête de la terre ferme, pour la vie en milieu aquatique. Les poumons primitifs sont une adaptation première aux eaux pauvres des lagunes. Les pattes avaient quant à elles un rôle de pagaie, avec des doigts, pour agripper les proies lors d'une attaque. L'exaptation transforme la fonction d'un organe depuis les pressions du milieu de vie de l'organisme en question. La proposition serait donc de produire des exaptations techniques raisonnables et attentionnées, c'est-à-dire terrestres, et non des accélérations aveugles. Ces exaptations techniques terrestres ne peuvent émerger qu'à partir d'un travail de sélection et de création de critères dont la source nécessaire est une attention écologique au spectre élargi à toutes les relations qui soutiennent telle ou telle technique. La fonction de la raison est donc celle d'avoir le courage de poser la question des limites, de mener un travail nécessaire de sélection artificielle en reconnaissant bien que cela est indécidable une fois pour toutes, incalculable. Quelles sont les multiples relations qui font tenir les satellites géostationnaires jetés dans l'espace, nous permettant de naviguer sur le web, quand bien même celui-ci se ferait de plus en plus interprétatif et de moins en moins publicitaire? Ces relations qui puisent de l'énergie au creux de différents milieux, de différents collectifs, pour permettre au web de fonctionner, à la manière des virus filtrants dont parlait Fabien en reprenant Simondon, rendent-elles possible la perpétuation de la multiplicité des formes de vie qu'elles viennent perturber? Alors ces problèmes sont insolubles, une fois pour toutes. Et c'est pour cela qu'ils sont des problèmes,
exigeant qu'on les tienne comme des boussoles. En ce sens, Frédéric Néra pique juste lorsqu'il parle d'écologie de la séparation et qu'il en fait le nœud central de sa pensée philosophique. Cela renvoie à la question existentielle primordiale que se posent les Indiens et relatée par Viveros de Castro. Dans le fourmillement relationnel de la jungle, de quelles relations faut-il se protéger, se séparer, pour continuer à vivre sans se faire manger ? Ce sont des collectifs composés de personnes aux expériences hétérogènes qui cultivent des pratiques attentionnelles, c'est-à-dire des savoirs, qui doivent prendre en charge ces problèmes. Il faut opérer ce travail avec des spécialistes des technologies numériques, des ingénieurs, mais aussi des éthologues, des géologues, des scientifiques engagés. Ce travail attentionnel, pour des exaptations techniques terrestres, ne sera jamais suffisant. Laissera toujours des êtres et des collectifs dans un brouillard dont ils ne parviennent à s'extirper. Nous n'en aurons donc jamais terminé de lutter pour défendre les relations réelles qui constituent la texture même de nos vies partagées. Ainsi, les tentatives d'exaptation technique terrestre et raisonnable doivent s'allier à et reconnaître les autres manières de s'émanciper expérimentées par des terrestres à différentes échelles. Qu'elles puissent être limitées, qu'elles ne déploient pas les mêmes moyens que d'autres initiatives portées par d'autres personnes à d'autres échelles, ne les rend en aucun cas folkloriques. S'il est nécessaire que ces luttes ne se replient pas sur leur identité, mais adoptent une commune ligne de déterritorialisation stratégique basée sur un même tort planétaire, c'est leur ancrage même qui leur permet de résister à la folie extraterrestre de leur ennemi commun, le capitalisme comme mode d'exploitation relationnelle, qui a pour moyen central le calcul, fonctionnement sans limite raisonnable. Alors là, je ne pense pas seulement aux ZAD, mais je pense beaucoup à toutes les luttes indigènes aussi de la planète. Alors j'aimerais finir ce propos en vous parlant du dernier livre de Baptiste Morisot. Je pense que c'est un livre important, qui s'appelle donc « Les diplomates, cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant », qui me semble recouper les deux fils problématiques du séminaire, que sont les conséquences de l'exosomatisation sur nos savoirs et la reconfiguration nécessaire de ces savoirs. Alors ce travail, je pense qu'il est à prendre en exemple, parce qu'il passe par une reconfiguration épistémologique et ontologique qui est nécessaire à notre époque. Et elle est d'une qualité rare, et elle a d'importants potentiels, parce qu'il a une manière de problématiser très fine, due pour moi à son ancrage en fait sur le terrain. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille avec des scientifiques, qui travaille au Yellowstone, notamment. C'est un parc où il y a des Américains travaillent sur le problème du loup. Et du coup, il me semble que les solutions qu'il apporte et les pistes qu'il explore sont praticables sur d'autres terrains que celui du problème singulier qui leur a permis d'émerger. J'ai construit mon texte à travers des passages de ce livre notamment. Donc, c'est à partir du problème du loup, de son retour en France, que Baptiste Morisot se demande comment la domestication comme technique a modifié nos savoirs sur le vivant, puis comment, à travers un travail de l'attention, il est possible de reconfigurer ces savoirs, non pas pour revenir en arrière, mais pour trouver de nouvelles solutions, à l'aide d'une communication incalculable et imprévisible avec le vivant, ou plutôt ici des meutes singulières de vivants. En fidèle et méticuleux lecteur de Simondon, il s'attaque aux problématiques théoriques et pratiques que pose ce retour du loup en France, liées au pastoralisme ovin, technique d'élevage qui a transformé les moutons sauvages en moutons domestiqués, ayant perdu par là leur capacité à se défendre des attaques lupines en grimpant dans des endroits inaccessibles pour les grands prédateurs. Après une mise en question de l'ontologie politique des modernes, basée sur le contrat et l'exclusion des êtres non parlants, il nous invite à sortir du rapport de force avec les loups pour rendre possible une diplomatie animale fondée sur notre rencontre avec les meutes de loups locales et leur système politique de symbolisation marquant leur territoire. Donc bien sûr, l'opposition entre mononaturalisme et multiculturalisme est mise hors jeu de ces pistes, et les rencontres animales auxquelles elles appellent n'entendent pas se substituer à tout un agencement technique susceptible de les accompagner, de les aider, tels des colliers transmetteurs d'ultrasons à enfiler autour du cou des brebis qui sont insupportables pour les loups. Donc le travail de Morisot opère également une reconfiguration épistémologique de taille
qui n'a pu naître que des efforts d'attention qu'il a effectués envers le monde vivant autre qu'humain. Il appelle à une attitude philosophique qualifiée d'éthologie généralisée. L'éthologie est la science des comportements animaux, qui insiste sur le fait que les systèmes écologiques méritent qu'on fasse l'hypothèse que tout se comporte. L'attention aux autres qu'humains requise en Anthropocène ne peut se suffire des sciences objectivistes et naturalistes qui soutiennent le capitalisme en désencastrant les êtres de leurs relations et de la relation au processus expérimental qui permet de les connaître. Pour Morisot, les sciences doivent se libérer du culte de l'objectivation sans renoncer à la visée de la connaissance. Les sciences du vivant se doivent d'être perspectivistes et animistes, postulant simultanément la singularité du point de vue de l'autre et son accessibilité, par un décentrement toujours doutant de ses propres hypothèses explicatives. Ce geste prend au sérieux la vérité selon laquelle la science ne peut prédire l'avenir. Cette ouverture sur Morisot est l'exemplification d'une manière possible de bifurquer, d'une tentative terrestre de solutionner un problème anthropocénique relatif à l'habitation commune de territoires entre collectifs hétérogènes. Ici, les meutes de loups et les collectifs d'humains et d'animaux domestiqués. Hétérogènes en tant qu'ils ont des matières différentes d'individuer la terre en territoire. Cette tentative peut être dite terrestre car elle relève d'une écologie de l'attention qui expérimente la délocation de son point de vue humain. Et Morisot, pour ça, nous parle notamment de la pratique du pistage. Je voulais vous parler de ça, mais je vais pas en parler plus longtemps. On peut tenter de penser l'exception en s'inspirant de ce travail de terrain et d'analyse. L'exception en Anthropocène, c'est une tentative, vous allez sans doute pas du tout être d'accord, serait une encapacitation à partir d'une relation amplifiante, transindividuelle, qui nous métamorphose en nous donnant accès à de nouvelles significations, plus qu'humaines, qui ouvrent des pistes autres que les fausses pistes des univers clos techniques qui tournent sur eux-mêmes. On pourrait dire qu'une exception est une individuation collective locale, pensée avec son milieu associé autre qu'humain, qui a pour caractéristique d'être par elle-même, c'est-à-dire reliée à ce qui la soutient et ce qui la dépasse de manière plurielle, viable, de façon à ne pas dépendre absolument d'un exploitant, peu importe sa nature, qui sélectionne, protège et dirige, unilatéralement. Baptiste Morisot traduit ce « par soi-même » par « féral », qui veut dire fier, farouche, pour caractériser les animaux qui résistent au fait d'être sélectionnés à l'avantage d'une autre espèce. Il ne me semble pas pertinent de reprendre ce concept pour caractériser ce que l'on peut entendre par exception en Anthropocène. Laissons-le aux singularités animales qui sont encore parmi nous et malgré tout par elles-mêmes. On peut néanmoins s'inspirer de la signification de ce concept en le déplaçant quelque peu pour dire que les exceptions sont les processus collectifs, transindividuels, durables et enracinés, se comprenant comme tels, qui résistent au fait d'être sélectionnés à l'avantage d'une autre logique, celle du calcul économique qui génère l'inattention et par là qui produisent de nouveaux savoirs. Les mouvements locaux qui constituent des exceptions refusent de subir des pressions de sélection simplifiées à outrance. Ils se forment à travers le fait d'habiter des territoires selon leur propre manière d'occuper le terrain, de cartographier les points clés, d'être chez soi avec les êtres autres qu'humains en présence. C'est cet habité irréductible qui est nié et souvent détruit par ce que vous appelez ici le crowd capitalism. Le régime attentionnel de ce stade du capitalisme, envahi par les smartphones qui ne fonctionnent qu'à nous alerter en permanence, doit être contré par des assaises attentionnelles, autant de pratiques corporelles qui mettent au travail nos capacités perceptives et leur plasticité. Ce n'est que si elle se base sur une éthique des relations qui ouvre et rend disponibles nos capacités attentionnelles à des milieux autres qu'humains, que la sélection artificielle peut se revendiquer d'être une véritable sélection. Ce travail pluriel de séparation, de tri, opéré à la fois par des mouvements de pensée et des actes politiques à différentes échelles, est bien la condition de la possibilité de l'émergence et de la prolifération des exceptions, pour qu'au creux de nos corps puisse se disséminer encore un peu de joie, quelles que soient les terreurs qui nous lient à la terre, quelles que soient les terreurs. Alors, la photographie qui est projetée derrière moi, c'est pas un super rendu, c'est dommage, à laquelle vous avez peut-être prêté attention pendant cette intervention, a été prise il y a quelques jours par Xavier Métry à Guilleminges, sur la commune de Saint-Georges-sur-Moulon.
qui a pris le temps, elle a pris le temps de descendre sous terre, de se faufiler, de se tordre le corps dans une faille creusée par un tractopelle, afin de nous offrir ce point de vue singulier sur des silos. Et je l'en remercie.